Alors maintenant, c'est au tour de M. Chiki qui va nous parler d'un sujet délicat, complexe, la laïcité au Québec. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce qu'on m'a demandé de faire attention à ce que ma voix porte. Donc je m'appelle Ferry Chiki, je suis au Québec depuis 2001. Je suis effectivement conseiller, consultant en insertion socio-professionnelle et en intégration socio-culturelle, et je fais la distinction entre les deux, on pourrait en reparler. Je voudrais remercier Madame Micheline Labelle de m'avoir invité à venir parler de laïcité et à Madame Marie-Lise Lapierre de m'avoir présenté. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est que en arrivant au Québec, on m'a demandé de faire reconnaître mes diplômes, mes études en quelque sorte. Ils sont pas valables au Québec. Ils sont pas reconnus, ou ils sont reconnus avec beaucoup d'astuces dans ce qu'on appelle l'équivalence ou le document d'équivalence ou de conformité aujourd'hui des acquis à l'extérieur du Québec. Alors, soyez indulgents, je suis plutôt autodidacte au Québec qu'intellectuel. La laïcité, pour moi, bien sûr, le titre c'est la laïcité, seule construction institutionnelle pour consolider l'identité québécoise. Je voudrais citer un adage algérien qui dit « Lorsqu'une pierre glisse dans la chaussure et qu'elle te fait mal, ôte la chaussure et jette la pierre. » Alors, mon exposé va essayer de s'articuler autour de deux grands axes. Le premier concerne les aspects des postures du gouvernement libéral envers la laïcité et la soi-disant politique d'inclusion pour le vivre ensemble, sans la laïcité, avec une neutralité religieuse qu'il n'arrive même pas à définir. Je parlerai aussi du multiculturalisme comme un des fondements de la discrimination et de la marginalisation de pans entiers de la société québécoise. Le second est un point de vue au sujet de quelques impacts des politiques libérales sur la citoyenneté québécoise en général. Je parlerai des dérives de pans entiers de certaines élites de gauche, je dis bien certaines élites de gauche, et bien sûr je terminerai par ce que je considère comme étant les outils de convergence et l'intéressement citoyen au projet de société du Québec, comprenant aussi les immigrants qui viennent de très loin. Alors, les libéraux ont-ils un discours laïque? Ma réponse est sans équivoque, non. La seule vraie politique dans laquelle excellent les libéraux qui se succèdent depuis 2 décennies, même beaucoup plus, c'est celle qui amendrit l'identité québécoise. Et au lieu de l'enrichir par des valeurs partagées de toutes les parties de la société, immigrants compris, ils ne font pas mieux que de la réduire, la parcelliser, la vulnérabiliser et encore mieux, aujourd'hui, la diaboliser. Ces options, celles des gouvernements libéraux, constituent ni plus ni moins qu'un suicide sociétal. Pour y faire face, seule la social-démocratie, pour moi, est l'organisation la plus pertinente. Cependant, elle n'est pas compatible avec le néolibéralisme. Pour un grand nombre de mes compatriotes, et retenez que je ne parle pas en leur nom, et même pour presque tous les immigrants, les gouvernements libéraux, qu'ils soient ceux du provincial ou du fédéral, n'ont aucune considération pour le vécu qu'avaient ces immigrants que nous avons eu avant notre arrivée au Québec. Et pour la majorité, 99% arrivent à Montréal. Ils n'arrivent pas au Québec ou ils arrivent au Canada. Et on ressent depuis notre installation beaucoup de difficultés, aussi bien d'intégration, d'inclusion, etc. En raison surtout des valses, hésitations et des politiques de retournement autour de l'inclusion et du vivre ensemble, et qui par les temps qui courent deviennent ni plus ni moins que des errements dont les conséquences les poussent en marge de la société d'accueil et ne les cherchent même pas pour les élections. Aujourd'hui, c'est terminé. Traduit en clair, pour nous, pour moi, ces procédés résultent en des perceptions. On sent qu'on est méprisé. Il y a de l'arrogance, il y a du paternalisme, il y a un manque de considération, il y a de la discrimination, il y a des barrières entre citoyens et, bien sûr, la ghettoisation.
Or, sur cette terre d'accueil par excellence, de grands pans d'immigrants sont invisibles mais productifs. Ils offrent selon les lois du Québec et ils les respectent en considérant leur intégralité. Nous sommes à peu près 120 000 Algériens au Québec, et il y en a peut-être 1000 qui sont visibles parce que les femmes portent le voile, parce qu'ils vont à la mosquée et ainsi de suite. Mais les autres, les 90 000, pour ne pas dire les 50 000 qui travaillent, ils sont monsieur, madame, tout le monde, donc ils ne posent pas de problème. Ils vont à la cabane à sucre, ils vont dans les restaurants, ils vont partout. En général, ces gens-là ont quitté librement leur pays d'origine. Mais ils l'ont fait aussi sous la contrainte des totalitarismes, des injustices, ainsi que les guerres contre les civils menées par les islamistes. Et je dis bien contre les civils menés par les islamistes, parce qu'il y a une confusion au sujet de cette guerre contre les civils. Le virus wahhabo-islamiste et salafiste et autres associations communément qualifiées d'islamistes ont engendré la précarité, la malvie et bien d'autres fléaux tels que le déni identitaire et l'indigence culturelle. Dans mon pays d'origine, ma culture, mon identité d'origine est brimée et ce n'est que depuis quelque temps qu'on commence à parler de Tamazight, qu'on commence à parler de l'identité berbère. En venant au Canada, ils ont encore un rêve, trouver le monde idéal, un monde où entre autres la laïcité régule le vivre ensemble, un monde où chacun a une chance de réussir dans le domaine d'activité qu'il a choisi, mais pas qui lui a été imposé. Ils y trouvent un gouvernement qui n'en parle pas et n'agit pas pour penser à leur véritable inclusion. Ils ne partagent pas ces politiques d'intégration, mais ils les imposent. Et quant à la laïcité, ils ne la mettent pas en œuvre avec leur assentiment. On n'est pas associé pour ce qui est de parler de la laïcité ou même de la neutralité religieuse. Ils trouvent aussi ceux qui ont été complices de celles et ceux qui ont brisé les serments citoyens de leur pays d'origine et constatent qu'ici au Québec, ils procèdent de la même manière. Ils ne reconnaissent pas les lois du Québec comme ils n'ont pas reconnu les lois de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. Parce que le gouvernement du Québec, le gouvernement libéral, semble réfléchir, oui, comme les islamistes. Pour lui et pour eux, la laïcité est un mécanisme qui libère le citoyen, et un citoyen libéré de ses obligations particulièrement religieuses dans l'espace public est capable de raisonner et il peut devenir pragmatique, donc réaliste et efficace. Je veux dire par là, intelligent au point de s'ériger contre les politiques libérales. Alors, avoir 200 000, 300 000 musulmans qui sont bien sûr guidés par un chef islamiste ou des chefs islamistes qui sont les représentants autoproclamés, c'est plus facile de les pousser à les mettre le bulletin de vote dans l'urne en faveur des libéraux. Et ça ne marche plus là. Alors comment faire pour comprendre les objectifs des libéraux en matière de cohésion sociale? Eh bien, il faut déconstruire toute leur démarche. Une simple lecture segmentée de leur discours en matière de laïcité, on a vu tout à l'heure les présentations qui ont été faites, nous montre qu'il évacue de sa terminologie toutes les idées, toutes les valeurs, tous les principes qui traduisent cette laïcité. Malheureusement, il existe dans leur périphérie immédiate des intellectuels, soi-disant de gauche, qui de leur tour d'ivoire regardent avec une lorgnette des mouvements sociaux et le comble, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ont tout vu, tout compris et osent y ajouter leur grain de sel, alors que c'est déjà trop salé pour les simples citoyens et les groupes auxquels ils appartiennent. Alors la raison, elle est aussi simple, ils ne savent pas ce que cela veut dire, et s'ils savaient ce que cela veut dire, ils évitent d'en parler parce que c'est contraire à leur pratique de tout faire pour garder le pouvoir entre leurs mains. Un deuxième point, les effets des politiques du gouvernement libéral depuis deux décennies sur l'immigration en général et celle des Nord-Africains en particulier. En termes succincts, les indépendantistes sincères se retrouvent dans une impasse entre deux groupes, l'un hermétique et l'autre perméable. Ils pourraient être convergents, mais dans le quotidien, ils restent parallèles, sachant que le premier veut faire du second un tremplin. Celui qui se dit être plus à gauche que l'autre a pris l'habitude, le jour d'invectiver une opposition, pas forcément celle du pouvoir, et le soir il couche avec elle. Souvent il se fait violer par le wahhabo-islamisme. Excusez du peu, et le plus absurde, il s'érige en donneur de leçons démocratiques. Pourtant, tous savent que c'est la laïcité classique, la laïcité tout court, qui prône une totale indépendance de l'État face aux religions, est en mesure d'empêcher et d'éviter ces violences contre les citoyens, tous égaux devant les lois. Le triptyque de Pena-Ruiz c'est connu maintenant ici au Québec. Liberté de conscience, égalité de droit, universalisme. Mais Pena ajoute quelque chose. La puissance publique devant nous unir ne peut le faire que si elle promeut ce qui est commun à tous.
La religion est encore plus une religion qui s'y nourrit, n'étant pas commune à tous, elle ne peut pas bénéficier d'un traitement de faveur. Toutes les religions au même niveau. C'est une égalité de droit dont il est question et non d'une inégalité au bénéfice des uns contre les autres. Je vais aller rapidement encore pour ce qui est de la neutralité, la laïcité et l'état de droit. Tout projet de société doit être structuré autour du citoyen, sans quoi sa vulnérabilité ne pourra pas assurer sa pérennité. Et pour ce faire, il faut à tout prix comprendre que la neutralité religieuse ne peut être accommodante pour toutes et tous en raison de la fragilité des lois et la possibilité de les amender, en tout temps et du poids du groupe le plus dense sur ces lois, leur application et les attitudes de celles et de ceux qui exigent des accommodements et de celles et de ceux qui les appliquent. La laïcité est le seul dispositif, le seul mécanisme, la seule construction institutionnelle qui aide à la conjugaison positive des convergences citoyennes. L'État ne doit pas inciter à la fragilisation des assises démocratiques du Québec que tant de générations, y compris libérales, ont contribué à bâtir en se prononçant seulement sur la neutralité religieuse. Alors, au Canada, en 1982, comme au Québec en 1975, il y a de cela donc presque 3 décennies, les chartes des droits et des libertés ont été adoptées. C'est au cours du siècle dernier. Nous sommes au XXIe siècle. Et bien des choses ont changé. La société québécoise a changé par l'apport d'un plus grand nombre d'immigrants, mais elle a aussi changé par la consolidation des valeurs sociales, culturelles, identitaires et même industrielles, qui en raison de leur soi-disant pérennité n'ont pas toutes été institutionnalisées. Il est temps de le faire en commençant par l'adoption du charte de la laïcité, parce que, avec la mondialisation pour les uns et la globalisation pour les autres, les murs sont tombés, mais d'autres sont en train de se construire. Et le multiculturalisme est l'idéologie qui construit le plus grand mur entre les communautés, et notamment celles qui sont immigrantes. L'impact de l'apport de cette immigration de bien des origines malmène les pivots sociétaux sur lesquels elles ont été réfléchies et mises en valeur. Et il y a de cela quelques années, j'ai posé la question suivante aux élus de l'Assemblée nationale. Ces chartes des droits et des libertés sont-elles aussi immuables que le Coran, mis de l'avant par les wahhabis de tous bords? Si c'est non, il faut rapidement agir parce que le monde sans frontières, la globalisation a battu en brèche toutes les lois des pays occidentaux et la fin n'est pas encore pour demain. Si au contraire elles ont été adoptées pour aider l'intégration de tous les citoyens, particulièrement les nouveaux, elles peuvent et doivent être adaptées aux nouveaux besoins, non pas du vivre ensemble, mais du vivre ensemble en bonne intelligence. Parce qu'il y a une différence entre les deux, il y a des nuances. Alors si, bien sûr, ce que je viens de dire est réfléchi, je pose la question suivante aux libéraux et à ceux qui jouent dans leur ombre. Je suis autant que vous, si ce n'est plus que vous, acquis aux libertés individuelles. Et je sais ce que c'est qu'une liberté individuelle. D'autant plus que ces libertés sont aujourd'hui les miennes. Pourquoi êtes-vous contre celles et ceux qui veulent les défendre contre les risques, les dangers, les incertitudes et les menaces qui portent sur elles, en raison d'une idéologie, non pas d'une religion, et je dis bien une idéologie, criminelle, démocraticide, liberticide, qui s'inspire d'une partie de texte qui n'a plus sa raison d'être. Des intellectuels de gauche prétendent détenir les clés et les analyses inclusives pour considérer les islamistes comme partie prenante de la société. Pourtant, l'idéologie wahhabo-salafiste s'impose de plus en plus au détriment de la liberté de conscience, de la liberté de pensée et de la liberté d'expression. Les politiques canadiens et québécois, et je parle des hommes et bien sûr des femmes, ne voient pas du tout qu'il est question de pensée unique et de nivellement par le bas et n'osent pas aborder frontalement la problématique. C'est pour cela qu'il est grand temps que ces influences soi-disant éducatives, académiques, idéologiques et politiques soient bannies de l'espace public et institutionnel du Québec et que soient révoqués tous les accommodements religieux ou à caractère religieux. Autrement dit, comment la laïcité aiderait les convergences à se réaliser? Eh bien, pour bien des immigrants, 3 préoccupations capitales les heurtent à leur arrivée au Québec. Ils pensent les avoir laissés derrière eux dans leur pays d'origine. Mais ils sont interpellés par la place du religieux dans une société qui se dit déconfessionnalisée, ainsi que ses institutions publiques, et mieux encore son espace public.
2. Il trouve un gouvernement libéral qui entretient une confusion entre religion et idéologie, et pour ce qui concerne directement ce qui vient d'Afrique du Nord, entre islam et islamisme. Alors même qu'en Arabie saoudite, l'islamisme est l'objet d'une déconstruction en règle et palpable, mais certes pas encore suffisante. Ils anticipent les problématiques qui en découlent et qui ont pour nom l'expansion des pratiques idéologiques sous le couvert de la religion et leur corollaire, la radicalisation. Ils anticipent d'ores et déjà les séquelles qui secoueront la société. 5 minutes, ça arrive. Alors, je vais arrêter pas loin d'ici, juste en précisant. À mon avis, ce qu'il faut au départ, c'est faire œuvre de pédagogie politique. En temps normal, la conscientisation des citoyens et des citoyennes est du ressort des institutions académiques et parfois, bien entendu, des organisations politiques, syndicales, etc. Mais nous observons et nous constatons, nous voyons qu'elles sont défaillantes. C'est pour cela que j'insiste pour dire qu'il y a tout un chantier de pédagogie politique à initier en direction du citoyen et de toute la société civile, et il me semble qu'il échoit à tous les intellectuels honnêtes et intègres engagés dans la construction de l'avenir du Québec des prochaines décennies. Ce qu'il faut, ce n'est pas la convergence des partis, mais celle des citoyens. La convergence citoyenne est la seule issue pour consolider le Québec en tant que nation, pour doter cette nation d'un véritable État souverain et pour convenir en commun de l'indépendance du pays. Alors, juste 2 points. Comment orienter les convergences citoyennes vers l'indépendance ? En premier, à lancer des actions d'affranchissement, de désaliénation d'abord des politiques qui, dans leur pays d'origine, ont été et sont encore liberticides. Et je parle des immigrants. Il faut ensuite concevoir pour eux une définition, une explication, une sensibilisation de ce qu'est le Québec et les sources de motivation indépendantiste et son apport à la société. Il faudra expliquer en quoi consiste la rupture, le schisme ou la scission, y compris avec le reste du Canada et le Québec, que chacun doit faire pour commencer une vraie vie nouvelle au Québec, débarrassé des traumas subis ailleurs. Pour les Québécois, l'autre orientation se subdivise elle aussi en 2 lignes convergentes et concerne tout le monde. Ils ont besoin d'aller de l'avant dans une désaliénation profonde. Bien entendu, c'est selon ma perception et ma compréhension des positions des élites. Le Québécois a besoin de faire une introspection pour renforcer son identité. Celle-ci ne doit pas se limiter à la seule préservation de la langue française, mais aussi mieux valider les valeurs que reconnaissent les autres et ainsi les mettre en évidence. J'ai vu sur le site des Ipsos que cela est pris en considération, mais à mon avis, c'est très insuffisant. Le Québécois doit s'émanciper et se libérer de ses chaînes pour aller vers l'autre, l'accepter, le séduire pour en faire un des siens. En conclusion, le projet de société du Québec existe, qu'il soit mis, s'il existe, à la disposition du citoyen d'où qu'il vienne. S'il n'existe pas, il faudra l'inventer, le concevoir, l'écrire, le publiciser et ainsi de suite. Beaucoup me diront, mais le PQ l'a proposé il y a de cela 3 semaines ou 4 semaines. Ok, qu'en est-il ? Qui connaît le contenu de ce projet de société ? Qu'il soit rendu public, disponible à tout le monde. Il faudra l'expliquer aux nouveaux arrivants. Pour les nouveaux arrivants, que soit au Canada ou au Québec, ce projet doit être expliqué à tous les nouveaux arrivants, sans quoi ils en feraient leur guide d'intégration à leur arrivée. Ils sont lâchés dans la nature montréalaise et confrontés non pas de solitude avec la possibilité d'intégrer l'une ou l'autre. Ils sont confrontés à 3 types de solitude. L'anglophone, la francophone et la leur. Et c'est pas facile. Alors je conclus en disant l'autodétermination des individus précède celle du pays et anticipe l'indépendance. Les options d'accorder encore du crédit au gouvernement libéral constituent un vrai non-sens et les Québécois, sauf si les Québécois seraient à ce point insensibles pour ne pas ressentir le mal qu'ils se font. Merci. Pour ce qui est des accommodements religieux, moi je dis je suis contre, il faut les bannir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avec l'entrisme des extrêmes ou des extrémistes religieux, on n'en finirait jamais. On en finira. Mais alors, il n'y a pas de limite pour eux. Ils vont trouver, moi je le dis souvent dans mes écrits, dans mes speeches, je dis souvent, vous n'avez rien vu.
parce qu'ils vont aller dans des choses. Je parlais la semaine dernière dans le colloque du mouvement pour la laïcité au Québec. Je disais à l'école, ce n'est rien les affaires de jeûne ou de repas halal et tout. Vous avez lancé l'idée de l'éducation sexuelle. Ils vont vous dire, nous, on a besoin d'une éducation sexuelle, mais islamiste. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc, pas d'accommodement religieux du tout. Les accommodements raisonnables, on pourrait examiner ça par rapport à l'intégrité physique, par rapport à la formation de la personne, par rapport à ses origines. On peut examiner ça. Ça peut être au cas par cas. Mais l'islam, je prends le cas de l'islam, m'accommode des gens. Tu ne veux pas manger de porc, eh bien, tu peux manger du poisson. Tu ne veux pas manger du halal, eh bien, tu peux manger du poisson. On le fait dans nos pays d'origine, pourquoi ne pas le faire ici? Mais ceux qui le font, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les 250 000 ou 280 000 musulmans qui demandent des accommodements raisonnables. Ce sont quelques islamistes qui veulent mettre de l'avant leur problématique, c'est-à-dire le wahhabisme. Au Québec, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y en existe quelques-uns, mais personne, même dans les universités, n'étudie l'islam. Tout le monde étudie l'épiphénomène qui est le wahhabisme. Tout simplement. Tout ce que nous avons vu dans l'éducation ECR, là, c'est du wahhabisme. Ça n'a rien avec l'islam parce qu'on aurait séparé au moins par rapport au schisme, on aurait parlé des sunnites et des chiites. Et dans les écoles, dans le sunnisme et dans le schisme, il y a les écoles de pensée juridique. Moi, je viens d'Afrique du Nord, je suis malikite, je n'ai rien à voir avec le hanbalisme de l'Arabie Saoudite ou le chafiisme de l'Égypte. Mais en Tunisie, au Maroc, en Algérie, on est des malikites. On a un islam qui s'est adapté aux us et aux coutumes du pays. Donc, pas d'accommodement religieux parce que je vais demander, moi, le rite malikite, l'autre va demander le hanbalisme, l'autre chiite, et ainsi de suite. Ça s'arrête. Donc, pas d'accommodement religieux. ACNAL. Alors, juste une chose. Nous avons réfléchi à la question de l'appellation de ACNAL, Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. On aurait pu dire Association québécoise des Maghrébins pour la laïcité. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce terme-là est péjoratif. Il nous a été attribué par les gens du Moyen-Orient quand il y avait les Abbassides, quand il y avait les dynasties très fortes du Moyen-Orient, et qui considéraient que les gens du Maghreb, donc de l'Afrique du Nord, étaient des chips. C'était des gens qui n'avaient rien ils ne connaissaient pas, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de civilisation et tout. Il a fallu attendre l'Andalousie et le retour des musulmans d'Andalousie pour voir ce qui s'est passé et pour créer le Caire. Il ne faut jamais oublier que le Caire est une création d'un empereur berbère, donc de Bougie plus précisément, c'est Shoshnak, qui a créé le Caire, et il était fatimide, c'est-à-dire il était proche des chiites, c'était un chiite, c'était pas un sunnite. Donc, nous on a demandé un changement pour que, non, on nous considère comme étant des Nord-Africains, nous sommes des Occidentaux, parce que maghrébin se traduit par occidental, nous sommes des Occidentaux, nous sommes des Méditerranéens, nous sommes proches de la philosophie grecque, de tout ce qui s'est passé comme occupation en Algérie ou en Afrique du Nord en général par les Romains, c'est un patrimoine extraordinaire. Et moi, je n'ai pas envie de le laisser partir pour un patrimoine musulman, etc., etc. Maintenant, ici, on est divisé, c'est vrai. Petit à petit, les Maghrébins, le petit Maghreb, là, le petit Maghreb, c'est le multiculturalisme qui l'a créé. Vous rentrez là-dedans, vous reprenez vos habitudes de Tunis, d'Alger, de Marrakech, et ainsi de suite. Le vécu de là-bas, ce n'est plus le vécu d'ici. Donc le multiculturalisme met une barrière entre moi et les Québécois, alors que la laïcité que nous prenons, je le disais encore hier, crée des ponts entre tous les individus, entre tous les citoyens. Et seule la laïcité, il n'y a pas de laïcité ouverte comme le préconise Québec solidaire. Non, non, elle porte le voile et donc elle est musulmane. Non, elle n'est pas musulmane, elle est islamiste. Elle ne sait peut-être pas qu'elle est islamiste parce qu'elle est née dans les années 80, 90, etc. Et le fait qu'elle réagisse en tant qu'islamiste, pour moi, elle n'est pas musulmane.
Alors si on veut l'accommoder, qu'on l'accommode sur le plan idéologique, c'est autre chose, c'est la conquête d'un pouvoir au nom de l'islam et des préceptes musulmans. C'est pas de la religion. Ça divise, on constate que chaque fois que nous avons intervenu, que ce soit Leïla, que ce soit Nadia, que ce soit Ali, que ce soit ceux qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas, par leurs écrits, par leurs poèmes, par leurs chansons, c'est plein de chansons nord-africaines, berbères, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, qui invitent tout le monde à venir participer. Et les gens ne sont pas, les femmes ne sont pas en voile, les gens ne disent pas il faut pas serrer la main à la femme à côté, il faut pas t'asseoir à côté de la femme à côté, c'est pas vrai. On est tous ensemble. Mais malheureusement, si on n'a pas d'écho, si on n'a pas de tribune comme celle-ci, on ne peut rien faire. On le fait dans l'oralité. Juste pour terminer sur 2 points. Hein? Non, mais c'est très rapide. Quelqu'un parlait de culture qui disparaît. Vous savez ce que c'est que 3000, 4000 ans d'occupation extérieure? C'est l'aliénation, c'est la culturation, c'est la perte de repères de nos cultures, de notre identité. Et pourtant, c'est grâce à l'oralité qu'on a conservé tout ce qui est amazigh, tout ce qui est culture berbère. Que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, et même dans le sud de l'Égypte, jusqu'au Maroc. C'est grâce à l'oralité. Et alors, si je dois attendre l'État-providence du Québec pour me faire voir à la télévision parce que je suis algérien, parce que je veux parler de la culture québécoise, ou un Québécois qui va me parler de la culture du Québec, ça ne va pas se passer, ça ne va pas se faire. Sauf si c'est un parti québécois qui arrive, et encore, c'est ses intérêts qu'il défendra, ce n'est pas les intérêts. Il va défendre des intérêts de rester au pouvoir, il ne va pas défendre l'intérêt de monsieur le citoyen et tout le monde. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, on pourrait en parler si vous voulez. Merci beaucoup.